Bonjour à tous, un nouveau sujet du marathon de 3 jours de table ronde. Alors cette fois-ci, c'est préparer ses équipes à la transformation numérique. On a la chance, on a un super plateau là aujourd'hui pour en parler. Je vais vous laisser vous présenter brièvement parce qu'on aura le temps de revenir sur les activités de chacun. Est-ce qu'il y a juste moyen de savoir qui est dans la salle? Comme ça, on peut un tout petit peu adapter nos discours respectifs. Alors, qui est enseignant? Ok. Plutôt des étudiants, des professionnels du monde numérique. Ouais. Conseil. Conseil. D'accord. D'accord. Voilà, donc c'est très divers. Merci. Très bien. D'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup. Moi, je suis Lara Pavlic, cofondatrice et CEO d'une entreprise qui s'appelle TwoSpark. Nous sommes un éditeur de logiciels qui a créé une app qui est dédiée au sujet de la transformation dans les grandes organisations. C'est une app intelligente parce qu'elle est sous-tendue par des briques qui sont de l'intelligence artificielle issue des sciences cognitives. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille l'engagement des collaborateurs et l'augmentation du niveau d'appropriation par rapport au sujet de la transformation des organisations avec un format particulier qui est 1 minute par jour. Merci. Merci, Lara, je suis ravi de te rencontrer enfin. Parce que moi, je suis Benjamin Cohen, je suis cofondateur et directeur associé de l'agence Pickle, qui est une agence de communication spécialisée en marketing digital et en accompagnement du changement des grandes entreprises. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de vous. Nous aussi, on travaille beaucoup sur l'engagement des collaborateurs dans les grands groupes. On a des consultants chez nous, on a des créatifs surtout, avec un studio digital et un studio de vidéo intégré. Et l'occasion de vous raconter un peu plus ce qu'on fait plus tard. Makeba. Bonjour à tous. Donc, je suis Makeba, fondatrice de Swan. Alors, nous, on conçoit des programmes de formation en fait, pour accélérer la transformation culturelle et managériale des entreprises. En clair, c'est vraiment accélérer des nouvelles pratiques, des soft skills en fait. On travaille surtout là-dessus avec un format digital, un format présentiel. Basé surtout sur des rituels. Parce que notre credo, c'est vraiment de dire qu'une nouvelle culture, en fait, ne se décrète pas. Donc, cette transformation digitale qui est pour nous une transformation culturelle, c'est vraiment la mise en place de nouvelles pratiques et la création de nouveaux rituels. Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Tout à fait. Merci, bonjour à tous. Yves Mandonnet, Nokia. Donc moi je suis en charge du centre de compétences analytiques de Nokia Global Service, c'est-à-dire que mes équipes créent des solutions d'intelligence artificielle, des solutions de business intelligence qui permettent soit à nos employés, soit à nos clients de pouvoir gérer de façon optimale et à moindre coût les réseaux. Merci. Alors, moi j'ai déjà une question. Préparer ses équipes à la transformation numérique, transition numérique, transformation, c'est quoi pour chacun de vous, cette transformation numérique, cette transition numérique? J'aime bien partir de définition. Au moins, on est sûr de parler du même sujet. Qui se lance pour la première réponse? Pour Nokia, c'est quoi la transformation numérique? Alors, je pense que ça revêt deux aspects pour nous. Il y a l'aspect qui est de l'ordre de la survie, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une entreprise aujourd'hui qui puisse se permettre de ne pas aller sur le chemin de la transformation. C'est de l'ordre de la digitalisation, c'est de l'ordre de l'augmentation des humains, c'est ce sur quoi on travaille actuellement, c'est-à-dire permettre par exemple à des gens qui opèrent sur chantier de pouvoir avoir un visuel de ce qui est à faire plutôt que de suivre une procédure papier ou quand bien même une procédure digitalisée. Donc c'est toutes ces notions d'augmentation et c'est aussi notre business quelque part, puisqu'on vend des réseaux d'infrastructures de télécom. Donc si on ne
n'anticipe même pas ce que va être la transformation digitale, la transformation du numérique demain, on va pouvoir aller banqueroute et on va pas pouvoir aller de l'avant. Donc, pour nous, la transformation, c'est ces deux enjeux critiques. Pouvoir toujours réduire nos structures de coûts, rester compétitifs dans l'absolu, dans un monde où la compétition entre les pays, les zones géographiques peut avoir un vrai impact sur l'employabilité, etc., etc. Il faut qu'on arrive à compenser ça par des moyens et des solutions qui aident nos employés et nos clients à pouvoir aller de l'avant. Merci. Donc, si je prends l'exemple de nos clients, essentiellement, ça rejoint ce que tu dis. Augmenter, bien sûr, accélérer aussi, et grosso modo permettre aux collaborateurs de passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Oh ben, effectivement, moi je rejoins ce que vous dites aussi, mais nous sur nos clients, c'est des groupes comme Orange, c'est 156 000 collaborateurs répartis sur 96 pays. C'est BNP Paribas, c'est 100 000 collaborateurs en France. Ce sont des grosses machines avec des moyennes d'âge de 47-49 ans qui sont pas digital natives et qui ont intérêt à se transformer. S'ils veulent pouvoir continuer à être concurrentiels sur des marchés où les GAFA arrivent ou pour la banque, c'est pas forcément les GAFA, c'est des petits acteurs qui viennent vraiment les challenger. Il y a un vrai enjeu de transformation dans l'organisation. Les métiers doivent changer. Donc il y a de l'acculturation à faire au niveau des équipes, notamment chez BNP par exemple. C'est l'introduction du self-care pour les clients. On va apprendre aux clients à faire le travail, à faire vraiment les fonctions des collaborateurs de BNP. Ça crée beaucoup d'anxiété chez les collaborateurs. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si demain, en fait, un client peut faire tout seul, moi, ce que je fais d'habitude? Eh bien, il va falloir que je sois formé, il va falloir que j'apprenne d'autres choses, il va falloir que je participe également à cette transformation, à ces outils. Et donc, pour les entreprises, c'est ça l'enjeu de cette transition. Merci. Alors pour nous, c'est comme je vous disais, c'est vraiment la transformation culturelle. C'est-à-dire qu'on élargit vraiment le scope, parce que la transformation numérique, c'est vraiment un levier parmi d'autres, ce levier technologique. Donc, on travaille vraiment sur ce changement d'état d'esprit, de mindset, de pratique des collaborateurs, parce que souvent, en fait, c'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est parce que les outils, ça reste des outils, et c'est pas ça qui fait une transformation, enfin, qui aujourd'hui est permanente. Donc, c'est comment on va former les collaborateurs, et ils sont quand même nombreux à former, parce que c'est ça qui va faire qu'on va vraiment accélérer la transformation et l'appropriation quelque part. De tous ces nouveaux outils. Donc c'est vraiment nous le nerf de la guerre, il est vraiment là-dessus. Merci. Alors justement, je profite qu'on ait un grand groupe ici. Qu'est-ce que c'est la transformation chez Nokia? Alors je sais que vous êtes bien avancé, vous n'en êtes pas au début, loin de là, mais en gros, par quelles étapes vous êtes passé, où vous en êtes aujourd'hui? Et même chez vos clients, quelles sont les demandes qui arrivent maintenant par rapport à ça? Alors on est passé par des étapes de centralisation, de rationalisation, aussi comme la majorité des groupes, des étapes de merge-acquisition. Donc à partir de là, il a fallu adresser deux choses. Pour pouvoir, encore une fois, continuer à rester compétitif, il a fallu centraliser nos activités. Pour centraliser les activités par structure, il va falloir être capable de faire ce qu'on appelle la remotisation, c'est-à-dire de pouvoir agir à distance. Et pas seulement communiquer, mais aussi agir en tant que tel et exécuter les process à distance. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en œuvre des systèmes d'information. C'est la base, donc c'était il y a une vingtaine d'années de ça, qui vont nous permettre de gérer nos processus. Donc, on était process-driven à ce moment-là. Ensuite sont venues les étapes de merge-acquisition, où il a fallu gérer la rationalisation de ce type de flux. Alors ça a amené des nouvelles problématiques. Ça nous a imposé de nous remettre d'identifier le chemin optimum. Je dirais ce qui était pas une contrainte qu'on avait pris en considération jusque-là, parce que ça nous apportait tous les bénéfices dont on avait besoin. Donc identifier chemin optimum, et ensuite
À partir du moment où on en est arrivé là, et ça c'est quelque chose qu'on a engagé il y a de ça 4 à 5 ans, comment est-ce qu'on peut permettre aux gens qui sont maintenant sur des tâches, et je reviens sur ce que tu disais, la gestion de tâches à valeur ou à forte valeur ajoutée versus tout ce qu'on va considérer comme étant nécessaire et à automatiser à l'extrême. Donc c'est notre credo en ce moment, automatiser à l'extrême tout ce qui peut l'être et augmenter les humains au niveau des décisions qu'ils vont avoir à prendre en leur fournissant des solutions basées sur l'intelligence artificielle, des algos de machine learning qui vont leur permettre de pouvoir prendre une meilleure décision plus rapidement, être globalement plus efficace, et ensuite s'attacher des robots, parce que c'est ce qu'on met en œuvre pour l'automatisation, afin que ça puisse exécuter à l'échelle, at scale, comme on dit. Donc c'est le cheminement qu'on a pris globalement. Et le fait d'introduire comme ça une automatisation des process, la robotisation, ça n'a pas créé des peurs, des craintes en interne? Alors, comment vous avez géré ça? Si, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le principe en fait. Donc on a effectivement réduit, pour ne pas dire éliminé, un certain nombre de types d'activités, mais en même temps on en a créé d'autres, dans l'absolu. Il faut les gérer. Tous ces sympathiques petits robots, l'air de rien, ils se débrouillent pas tout seuls, en tout cas pas encore. Les IA, faut les créer, puis il faut leur apprendre. C'est pas tout ça, mais ça apprend pas tout seul. C'est pas aussi efficace que les petits qui sont juste à côté de nous. Hein. Et en plus, c'est ce qu'on appelle, ils ont des capacités qu'on appelle narrowed, c'est-à-dire que on n'est pas sur des intelligences artificielles qui sont capables de faire comme nous, d'appréhender un certain nombre de sujets différents et de sauter du coq à l'âne. Ce sont des systèmes qui sont très focalisés, très spécialisés sur une tâche en particulier, soit une prise de décision, soit une action en tant que telle. Donc tout ça, ça doit se gérer. Tout ça, ça représente une charge de travail, des efforts à réaliser. Donc, on est plus dans la transformation de type de profil qu'on va retrouver dans l'entreprise, plus que dans l'élimination pure et simple du travail de l'homme avec un grand H. D'accord. Alors, justement, vous avez tous des périmètres, des angles d'attaque différents pour répondre à cette problématique, ou en tout cas à une partie de cette problématique de transformation des grands groupes, des organisations. Ça pourrait être aussi chez nous, au ministère de l'Éducation nationale, de la formation des 1 million d'enseignants. Mais je vais pas trop aborder ce sujet aujourd'hui. Alors, qui se lance pour nous présenter en fait comment vous abordez cette réponse et comment vous accompagnez ces organisations dans leur changement? Makeba? Alors nous, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, le credo, c'est vraiment de se dire qu'une nouvelle culture, c'est des pratiques régulières. Donc en fait, le souci aujourd'hui, souvent, c'est, voilà, on peut pas décréter si l'agilité, c'est la nouvelle valeur de la boîte. Et ben, on va pas tous devenir agiles du jour au lendemain comme ça. Et donc, c'est comment on crée en fait ces nouveaux comportements et ces nouvelles pratiques finalement dans le temps, enfin sur le long terme. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Et donc pour ça, en fait, on a mis en place, en fait, on propose du micro-learning, en fait, le format digital. C'est des courtes capsules pédagogiques, en fait, scénarisées, gamifiées, qui sont envoyées de façon hebdomadaire. En fait, c'est un parcours pédagogique envoyé de façon hebdomadaire aux collaborateurs. Et donc, c'est comme une programmation culturelle. On a des thématiques autour de 3 leviers de la transformation, selon nous, qui sont vraiment la culture de l'agilité, la culture collaborative et les nouvelles formes de leadership. Et donc, c'est vraiment souvent autour de ces thématiques-là, en fait, que s'organise le changement, en fait, de posture, de nouvelles pratiques. Et donc l'idée, c'est justement d'avoir quelque chose, un fil comme ça, rouge digital, qui n'est pas suffisant. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi une proposition donc en présentiel, parce que c'est toujours nourrir. Enfin, on reste des êtres humains, et donc on a aussi besoin de cette relation humaine pour apprendre. Donc il y a aussi ce fil rouge digital peut être effectivement alimenté par des workshops pour expérimenter ces postures, par exemple le co-développement, c'est quoi, le design thinking, comment on fait. Donc ça c'est notre ce format donc digital avec des petites piqûres aussi de présentiel, de workshop, d'ateliers pour expérimenter. Et on a un nouveau format assez inédit. Comme je vous le disais, c'est aussi nos programmes sont basés un peu sur la création de nouveaux rituels. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est cette transformation aujourd'hui? C'est aussi une forme de rite de passage finalement qu'il faut aussi faire vivre aux collaborateurs. Parce que quelque part, les rites en fait de passage, ces traditions ancestrales, ça a toujours été un moyen depuis la nuit des temps en fait à ancrer le changement
chez les personnes. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été permis en fait de s'ancrer dans le changement, de retrouver une stabilité, de s'appuyer en fait sur ses ressources intérieures pour repartir et de travailler évidemment sur le lâcher en fait prise, sur une forme de nettoyage, parce que rien n'est plus difficile quand même que de s'affranchir d'anciens modèles. Et donc à un moment, pour faire advenir de nouvelles choses, il faut aussi lâcher en fait des choses, et ça c'est extrêmement important. Et donc c'est travailler vraiment là-dessus. Donc on a travaillé effectivement avec des chercheurs, enfin c'est quelque chose de très sérieux en même temps évidemment, pour proposer un format comme ça expérientiel où on vit des choses et on n'est pas que dans la tête, parce que quelque part on vit aussi dans un monde extrêmement rationnel, extrêmement cartésien, et c'était important aussi pour nous de réinventer en fait une forme de présentiel qui puisse aussi pouvoir nous permettre en fait d'être vraiment dans le présent et de vivre quelque chose et de passer d'un état de l'être à un autre état de l'être, à une autre dimension, et de le vivre vraiment dans son corps, son cœur, son esprit, quelque chose de plus holistique. Et donc ce sont des formats ateliers ? Oui, c'est des formats live, donc en présentiel, d'une demi-journée ou d'une journée. Et donc vous travaillez avec quelle typologie Plutôt des grandes entreprises. Plutôt des grandes entreprises comme Société Générale. Et du coup, c'est avec les RH, c'est avec la direction de la transformation Beaucoup plutôt avec des BU, des directeurs de la transformation innovation. D'accord. Ouais. Et aussi des ressources humaines, mais un petit peu moins en tout cas dans le scope. D'ailleurs, quand on a échangé toutes les deux, vous avez bien insisté sur si on veut une transformation qui s'inscrive dans le temps, il faut commencer par la transformation culturelle. Donc ça, vous avez bien insisté là-dessus, sur l'importance en fait de ce changement d'état d'esprit. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il y a un côté simpliste en fait de vouloir toujours passer par les outils en fait. C'est juste que je m'insurge, c'était pas forcément ça, mais c'est plus que on veut tellement en fait passer par le outil. Ben, c'est simple, évidemment, c'est facile à mesurer, etc. Mais finalement, ça ne renverse pas. Il y a un vrai changement de perspective quelque part aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, c'est continuer en fait, le XXe siècle. Et quelque part, moi, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le XXIe. Donc dans le test and learn, dans ce changement de valeur, parce que vraiment on est quand même dans des changements de valeurs importants. J'ai beaucoup parlé, je laisse la parole à mes camarades. Benjamin, vous voulez prendre la suite ? Non, mais moi je vois qu'on est assez complémentaires. En tout cas, tous les trois, nous on intervient effectivement sur des plans stratégiques d'assez long terme, les grands groupes en général, pour entamer une transition digitale et une transformation. Ils font, alors ça on le voit surtout depuis 2015, on le voyait aussi avant, mais là ça prend vraiment sens, des plans qui peuvent s'appeler généralement Essentiel 2020 par exemple. Ils donnent 4 ans pour faire évoluer les cultures, les modes de travail, les outils. Et alors la culture, ça peut être tout simplement de recentrer autour du client. Ça pourrait être de recentrer autour de l'élève toutes les actions de l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment l'enjeu principal pour les grands groupes, c'est d'engager et d'embarquer les collaborateurs là-dessus. C'est pas forcément évident. En général, ils ont quand même le sentiment, ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Quand on t'entendait tout à l'heure, tu nous parlais tellement de robots que forcément c'est très anxiogène. On a le sentiment d'être remplacé généralement. Et donc il faut avant tout faire de la pédagogie. Nous, ce qu'on fait, c'est d'accompagner les grands groupes dans l'histoire qu'on va raconter aux collaborateurs. Et c'est pas pour leur raconter des histoires, mais c'est pour d'abord bien expliquer, ensuite apprendre, créer des outils pour former, et ensuite des outils pour engager. Donc nous, on crée des ateliers digitaux également, et je pense que ce serait intéressant qu'on regroupe les outils. Et ensuite, par exemple, sur l'engagement, on va créer des corporate gaming. Et donc, on s'est aperçu que le challenge à grande échelle fonctionne très bien. C'est un prétexte pour aller apprendre. Et ça, les collaborateurs de tous âges aiment bien ça. Nous, on s'aperçoit par exemple que de mettre en scène sur un réseau social interne le ranking de différents services, de différentes régions, ça fonctionne super bien. Et que la dotation n'est pas nécessaire. Le simple fait de mettre tout le monde en compétition, dans une compétition saine, pour apprendre, sur du quiz par exemple, ça fonctionne super bien. Et par exemple, donc moi j'ai un exemple ici qu'on pourra voir peut-être un peu plus tard. On a créé un jeu qui s'appelle Cube,
qu'on a brandé chez Orange. Et le but du jeu de Cube, c'est de faire en sorte d'apprendre au maximum et de se challenger en 10 secondes. On peut peut-être le passer, Jennifer, comme ça. Peut-être on peut le passer. Alors, Voilà. dans ce cas-là, c'est dans le cadre du plan justement essentiel 2020 de Orange. Et là, on en était à la 3e phase de l'engagement. On avait déjà fait Prenez un groupe international, Orange, avec 156 000 collaborateurs. Comment faire pour qu'un technicien en France, une vendeuse en Pologne ou encore un directeur réseau au Mali puissent échanger quotidiennement, voire faire équipe, pour s'approprier ensemble sa nouvelle stratégie d'entreprise Essentiel 2020 ? Employeur digital et humain, Orange relève le défi et innove en lançant Cube, le premier challenge digital et international du groupe, accessible en 5 langues. Le challenge Cube repose sur un gameplay efficace. Avec Flash Quiz, Cube connecte instantanément un salarié à un autre partout dans le monde pour qu'il se défie en direct sur la stratégie du groupe et la culture Orange. Avec KeyJump, un jeu d'arcade à 6 niveaux, les salariés se familiarisent avec la nouvelle plateforme de marque Orange. Et cela n'importe où et n'importe quand, puisque chaque partie peut se jouer sur mobile, tablette et ordinateur. Cube propose aux salariés d'Orange 2 mois de compétition organisés en 3 phases. Un challenge individuel ouvert à tous, un challenge par équipe pour les 7000 meilleurs joueurs avec 2 défis collaboratifs. Et enfin, une grande finale réunissant les 2 meilleures équipes en présence de Stéphane Richard et des 1200 top managers du groupe à Madrid. Et le corporate gaming au service d'une meilleure compréhension de la stratégie d'entreprise, ça marche. Pour preuve, Cube est un succès sans précédent. Plus de 30 000 salariés issus de 94 pays se sont livrés à des sessions acharnées, totalisant ainsi plus d'1 800 000 parties. Du jamais vu. Un succès qui repose notamment sur une communication cross-canal efficace. Sur l'intranet du groupe, une vingtaine d'articles et une landing page dédiée ont généré près de 200 000 vues en moins de 10 semaines. Sur Plaza, le réseau social d'entreprise, la communauté Cube a généré plus de 4000 posts. L'effet viral s'est même étendu à des communautés externes comme le groupe Facebook des salariés d'Orange. Cette communication digitale a aussi été accompagnée d'actions événementielles destinées à générer le buzz et à engager les salariés. Les objectifs sont donc largement atteints et ce sont les salariés eux-mêmes qui nous le disent. Cube a permis de faire se rencontrer des salariés de tous les pays, de les fédérer, de créer une dynamique autour de la stratégie et de renforcer la culture d'entreprise tout en s'amusant. Un projet transverse à l'échelle mondiale, réunissant les salariés d'une vingtaine de directions, conçu et mis en œuvre en moins de 6 mois avec l'agence conseil Pickle, dépassant même les ambitions de la direction de la communication interne du groupe Orange. Cube est un véritable succès. Effectivement, ça illustre bien vos propos. Bon, le ton est un peu survendeur. C'était pour gagner des prix. On a gagné des prix avec ça. Mais tous les chiffres sont vrais. Et surtout, moi, sincèrement, depuis, on en a fait plusieurs. Au Club Med, chez BNP également. Moi, je suis surpris par l'engagement des collaborateurs sur ce type de challenge. Et le principe du quiz, bon, alors, c'est pas révolutionnaire, hein, mais le fait de pouvoir se challenger, en fait, c'est inspiré d'une start-up qui s'appelle QuizUp. Je ne sais pas si vous connaissez QuizUp, où on peut en fait se challenger par affinité et ça crée un réseau social sur de la culture générale, par thématique. Et ça fonctionne très bien. Bon, voilà, c'est un exemple d'outil. Et j'insiste juste sur un point, c'est le fait de pouvoir, quel que soit le dispositif, quel que soit le programme ou la méthode, de brander, de créer vraiment une marque autour du dispositif, que ce soit le plan stratégique, que ce soit la transformation, ça permet de le reconnaître, de l'incarner aussi. On a souvent, nous, une personnalité qui incarne le programme sur la durée pendant 5 ans, et ça permet que les collaborateurs s'y reconnaissent, s'y retrouvent. Alors après, adhèrent ou pas. Nous, souvent, nos premiers publics, ce sont les partenaires sociaux. Parce que quand il y a un grand plan stratégique qui a été initié souvent par le BCG, par McKinsey, par KPMG, les partenaires sociaux, ils sont d'emblée contre. Oui. Et puis, il faut créer, il faut dialoguer, il faut expliquer pourquoi. Il y a effectivement cette notion de survie. Et puis, il y a souvent de bonnes raisons de changer. Donc voilà, nous, on aide à faire ça. D'accord. Lara ? Moi, je reconnais complètement les leviers sur lesquels on cherche à agir également. Donc, grosso modo, l'expérience ToSpark pour un collaborateur, c'est
on rentre par une couche de gamification où on voit grosso modo un dashboard de points, qui est son dashboard de points. On répond ensuite à 2 questions par jour. Ces questions, elles ont été choisies par une algorithmie qui va profiler chaque individu dans l'entreprise, comprendre ce qui est facile et ce qui est difficile pour cet individu, et surtout la façon dont cet individu progresse sur la durée. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne va proposer que des contenus qui sont véritablement utiles à chacun des individus. C'est important. Pourquoi ? Parce que les réseaux, tous les réseaux qu'on évoque là, ce sont des réseaux extrêmement profonds. Si on parle de banques de détail comme Société Générale, BNP Paribas, mais aussi toutes les autres, Natixis, Crédit Agricole, etc. Et n'importe quelle organisation, ce sont des organisations extrêmement profondes. Et donc, arriver à engager des collaborateurs qui sont hyper éloignés du centre, qui sont parfois complètement déconnectés dans des environnements industriels, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver à les engager. Les engager, ça se fait avec de la gamification, avec du buzz, avec tout ce qu'on a évoqué. Mais ça se fait aussi parce qu'on va travailler sur des choses qui sont véritablement utiles. Parce que faire des campagnes en mode flash, ça marche super bien sur 2 semaines, sur 1 mois, peut-être sur 1 mois et demi. Puis au bout de 2 mois, ça s'essouffle. Donc pour arriver à s'inscrire sur la durée, il faut que ce soit utile. Il faut qu'on ait le sentiment de progresser. Donc l'algorithmie, finalement, l'intelligence artificielle, elle sert à ça. Elle sert à customiser les parcours de telle façon à ce que chaque individu s'y retrouve. Ensuite, dans l'expérience utilisateur, on sort par la couche de gamification, on voit les points qu'on a accumulés et on les utilise à l'occasion de challenges individuels, oui, parce qu'il faut récompenser les individus pour les efforts qu'ils font, et aussi collectifs, parce que nous, on reconnaît complètement que pour arriver à animer des communautés aussi vastes, on parlait d'1 million de personnes tout à l'heure, mais la plupart de ces entreprises, en effet, comptent leurs collaborateurs en centaines de milliers, dizaines ou centaines de milliers de personnes. Et au niveau international. Et au niveau international, en plus, sur plusieurs fuseaux horaires, etc. Donc, pour y arriver, il faut aussi que cette émulation, elle arrive à se faire localement, entre les collaborateurs. Voilà. Donc, créer un maximum de buzz local, ça se fait par des challenges collectifs. Et pour finir, pareil, sur les leviers que j'ai identifiés sur ce qu'on a dit, c'est d'arriver à traverser, c'est un peu paradoxal, mais traverser le mur du digital. En réalité, là où le digital marche le mieux, c'est quand il revit entre les équipes, entre les humains, les collaborateurs entre eux, qui s'entraident. Et donc ça, effectivement, les challenges collectifs y participent aussi. Donc, je pense qu'un collaborateur, il sait très, très bien que son entreprise doit changer. C'est un mystère pour personne. Tout le monde lit les journaux, tout le monde sait très bien qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver. La question, c'est essentiellement comment est-ce que ça va m'affecter. Et surtout, donc nous, sur le levier qu'on utilise pour engager les collaborateurs, on l'a appelé le « What's in it for me ?» Quel est mon intérêt ? Et on fait tout passer par ce tamis-là, c'est-à-dire si ça répond, si les initiatives qu'on prend, les questions qu'on pose, les sujets qu'on aborde répondent favorablement au « What's in it for me ?» alors ça rentre. Et sinon, c'est même pas la peine d'y aller parce qu'on n'arrivera pas à les engager. Et l'engagement, effectivement, c'est la première des étapes qui est nécessaire pour aborder une transformation. Ouais, vous m'en avez tous parlé, de l'engagement. C'est une vraie question parce que effectivement, comment engager, des collaborateurs à tous les niveaux, effectivement, dans cette démarche. Alors, vous me faites une transition excellente pour ma question suivante. C'est justement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, les neurosciences, qu'est-ce que tout ça apporte finalement comme éclairage qui peuvent avoir un impact sur les méthodes que vous proposez? Je dirais que d'abord et avant tout, ça va nous permettre, nous, à la dimension d'un individu, d'appréhender un volume de données beaucoup plus conséquent qu'on aurait pu le faire sans aucune autre assistance. Donc, à mon sens, c'est le fondamental. Dans le passé, on pouvait essayer d'intégrer des données de dashboard, on en parlait, avoir quelques informations macro et à partir de là, prendre une décision sur un sujet plutôt micro.
au petit bonheur la chance à la fin. C'était de cet ordre-là. Bon, maintenant, avec toutes les données qu'on est capable d'accumuler, tout ce qu'on récupère, tous les capteurs, tous les sensors, les capteurs qui récupèrent toutes ces données, on a le moyen, avec l'IA, de pouvoir la mouliner, si je peux utiliser un langage simplifié, la mouliner de sorte d'en obtenir des insights, des informations qui vont nous permettre de pouvoir prendre une décision probante. Pour moi, l'IA, c'est d'abord et avant tout cet aspect-là, c'est l'augmentation de l'humain. Ensuite, il y a... Vous pouvez juste approfondir cette notion d'augmentation de l'humain. Vous êtes plusieurs là à m'en parler. Ça vaut le coup qu'on s'y attarde 2 minutes. Oui. C'est quoi l'humain L'objet, augmenté ? c'est pas tant à la fin d'essayer de remplacer l'homme par la machine, plus que d'essayer d'améliorer l'homme grâce à la machine. C'est un peu ça, si on pouvait donner une définition de l'humain augmenté, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire de développer ou d'ajouter une couche à nos capacités cognitives propres, de sorte qu'on puisse aller plus loin dans notre raisonnement, plus vite dans notre raisonnement, qu'on puisse appréhender plus d'informations et d'obtenir à la fin des résultats et des décisions qui sont encore plus probantes. C'est ça pour moi. Et ça passe par l'ensemble des sens. On parle du raisonnement et de la réflexion, mais il y a aussi tout ce qu'on peut augmenter au niveau visuel, c'est-à-dire la réalité augmentée. C'est quand on est devant un appareil ou même vous et moi, on a besoin d'installer un nouvel équipement à la maison. Bon, ce serait quand même plus sympa si on voyait cet équipement se poser à l'endroit où on veut le poser, sur une table, en réalité augmentée, puis voir qu'il faut brancher le premier câble ici, le deuxième câble ici, que le système détecte où sont vos prises, etc. etc. Bon, ça paraît bête, mais ça nous permet d'être plus efficace, plus rapide. C'est facile pour quand on installe un petit équipement à la maison. Quand on installe des équipements un peu plus complexes comme ceux qu'on peut en avoir d'ailleurs, où il y a des centaines de câbles par rack, etc. Bon, tout de suite, ça prend toute sa dimension. Donc, l'augmenter au niveau de l'ensemble de nos sens, pas uniquement le raisonnement et la partie strictement cognitive. Merci. Et je pense, pour compléter, que si on translate ça au sujet qui est celui de la transformation, notamment numérique, mais pas que, des grandes organisations, la question c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on engage des collaborateurs, comment est-ce on fait en sorte qu'ils montent à bord, et comment est-ce qu'on fait en sorte que la transformation s'opère grâce à l'intelligence artificielle. Donc nous, les réponses qu'on apporte à ça, c'est donc sur l'engagement, par exemple, on va essayer de détecter quand est-ce que des gens vont churner. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme, churn, c'est le fait de quitter. De quitter, on en parle beaucoup dans les telcos. Le churn, c'est les clients qui passent à d'autres telcos. Et donc, le churn par rapport à la problématique de transformation digitale, c'est de dire à quel moment est-ce que les collaborateurs se sont intéressés au sujet, parce qu'il y a eu une action, et à quel moment est-ce qu'on peut détecter qu'on va les perdre. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de data. L'intelligence artificielle est capable de détecter des schémas chez chacun des individus. C'est là où c'est assez puissant, parce que c'est très personnel, qui sont les signaux qui vont indiquer qu'on va churner, d'une part, et ensuite, quelles sont les choses qu'on va pouvoir faire, que le système va pouvoir faire, je termine, que le système va pouvoir faire pour continuer à les garder engagés. En termes d'animation, en termes de contenu, en termes d'action du manager, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie engagement. Pour la partie appropriation, ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est détecter, c'est ce que je disais tout à l'heure, exactement la façon dont un collaborateur apprend. Donc, où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Ça, c'est son profil aujourd'hui. Nous, dans ce profil-là, on cherche à savoir ce qui est facile et ce qui est difficile pour un individu. Et ce qui est intéressant avec justement ces histoires de profile, c'est que ça, c'est pas statique. Ça évolue. Donc, on est profilé par rapport à ce qui est facile et difficile, mais aussi la façon dont ça évolue dans la durée. Et donc, c'est toute la difficulté d'ailleurs des algos qu'on a développés, c'est que les algos ne savent pas forcément ce que contiennent les contenus de la transformation. Donc, c'est une inconnue. Et par ailleurs, ils ont une population qu'ils commencent à connaître, mais qui évolue constamment. Et donc, la grande difficulté finalement qu'on adresse, c'est de croiser les deux.
comment est-ce qu'on apporte un contenu pertinent à un individu qui, de toute façon, est en train d'évoluer. Et ce que fait également l'algorithmie en termes d'appropriation, c'est un système de répétition. Donc, si vous êtes dans l'enseignement, vous savez tous très bien que ce qu'il faut, c'est répéter. Mais il y a des façons d'optimiser ces répétitions pour chaque individu pour que l'appropriation se fasse le plus rapidement possible et le mieux possible. Donc ça, on a vu l'engagement, on a vu l'appropriation. Et la troisième chose, c'est l'adoption. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer l'adoption de la transformation? C'est une chose de savoir ce qu'on doit savoir. C'est une autre de le mettre en œuvre. Et donc là, effectivement, on va en permanence demander aux collaborateurs de mesurer la façon dont la transformation s'opère dans leur quotidien et adapter l'ensemble du reste du cycle, à la fois en termes d'engagement et d'appropriation, pour que ça puisse s'opérer le plus rapidement possible. D'accord. Je vais donner juste un autre exemple un exemple bancaire, parce qu'on a parlé beaucoup de banques. Nous, on travaille aussi beaucoup avec des industriels, avec Alstom, Saint-Gobain, Enedis, dans des environnements où les collaborateurs sont complètement déconnectés. Donc, ils n'ont pas d'ordinateur en propre, ils n'ont pas forcément de téléphone en propre. Certains oui, d'autres non, mais en tout cas, on ne peut pas compter dessus. Donc, ce que font ces organisations, c'est qu'elles... Et donc, pour eux, le sujet de la transformation, ce n'est pas forcément du numérique, c'est d'autres types de transformation. C'est par exemple le fait de devenir des world-class manufacturing, donc vraiment des opérations exceptionnellement bonnes en termes de manufacturing. Ça inclut du digital, mais pas que. C'est aussi beaucoup de process et voilà. Et donc dans ces environnements-là, on va faire tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire repérer pour chaque individu quels semblent être ces leviers. Donc en fait, ça on le repère quand on fait une animation, quand on fait une action, on voit comment est-ce que les gens réagissent. Nous, notre objectif, c'est qu'ils se connectent tous les jours. Donc s'ils ne le font pas tous les jours, en soi, c'est déjà un flag. Et ensuite, il va y avoir tout un cursus, à la fois en termes d'engagement, d'appropriation, donc de contenus qui leur sont montrés. Si on fait travailler les gens, par exemple, que sur des contenus trop faciles ou que sur des contenus trop difficiles, on sait que la courbe d'engagement, elle diminue drastiquement parce que c'est trop facile ou parce que c'est trop difficile. Donc, on essaie de garder des contenus, et ça, c'est encore une fois, c'est l'IA qui le gère, des contenus qui sont pile poil entre ces deux bornes pour chaque individu à un moment donné. Alors, nous, les contenus sont sous forme de questions. C'est des questions qui sont développées selon une méthodologie un peu particulière, issue des sciences cognitives, qui sont hyper incarnées. Donc, on n'est pas du tout sur du théorique, mais sur du très, très pratique, sur la façon dont ça se passe dans le quotidien des collaborateurs et la façon dont ces transformations impactent leur quotidien pour qu'ils comprennent finalement en quoi ça les concerne. Toujours ce « what's in it for me ». Et les questions qu'on va poser, c'est de dire, OK, par exemple, dans la dernière semaine, à quelle fréquence avez-vous pu observer dans votre environnement tel et tel phénomène qui sont en fait ce à quoi la réussite de la transformation ressemble. On pose toujours la question à nos clients, à quoi ressemble le succès? Donc on leur délivre ça et on leur demande, OK, est-ce que le succès se réalise chez vous? Si la réponse est négative pour des groupes d'individus ou un individu donné, nous, ça nourrit l'algo pour que les choses soient encore plus ciblées. Par ailleurs, il y a évidemment du reporting pour faire en sorte que le pilotage soit le plus fin possible, à la fois pour les managers de proximité et pour le central. Merci. Alors, le temps passe vite. Je vais laisser la place aux questions. Alors, hop. Marion, c'est toi? Yes. Je ne m'attendais pas. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question, puisque justement, on a une personne du ministère, on a des personnes du privé, et maintenant, comment on applique en fait toutes ces belles choses qui sont faites en entreprise? Moi, juste pour expliquer un tout petit peu, je suis designer de formation et j'ai fait pas mal de hackathons dans les entreprises, notamment chez Bouygues, chez Vinci, voilà, sur cette idée de réimpliquer aussi. On a travaillé sur des applications pour mettre en relation la direction avec l'ouvrier du bâtiment, par exemple, ce qui a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le privé.
Mais maintenant, dans le public, comment on peut appliquer toutes ces belles initiatives pour refédérer la communauté enseignante? Parce que j'ai de la chance aujourd'hui de travailler dans l'éducation et je trouve que ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est le manque de communication entre les acteurs, ne serait-ce qu'au sein d'un même établissement. Du personnel de cantine qui ne parle pas du tout avec la TSEM, qui ne va pas du tout parler avec la direction. Enfin, il y a comment on peut... est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Peut-être que je ne suis pas au courant de ces choses-là. Mais voilà, l'application Orange qui a été faite dans le monde entier, pourquoi pas à nos 1 million d'enseignants? Enfin, voilà. Peut-être j'appuie là où... Bonne question, j'avais pas du tout prévu de l'aborder. C'est gentil de la poser en fin de course. Alors, on fait des choses. Et une des priorités de Jean-Michel Blanquer, donc de notre ministre aujourd'hui, c'est justement de renforcer la formation des enseignants. Donc, ce que je vais dire là, c'est ce qui existe aujourd'hui, et on va rentrer dans une nouvelle ère où effectivement cette formation, cette transversalité va se renforcer. Aujourd'hui, par exemple, je sors du salon Educatech Educatis. On organise depuis 3 ans, je crois, un hackathon qui s'appelle Hackeduc. Voilà, pour nous, c'est pas tellement ce qui va sortir de ce hackathon, même s'il y a des idées absolument géniales et que du coup on va tirer le fil, mais c'est surtout faire rentrer dans l'éducation nationale des démarches innovantes qui forcent les équipes, quelles qu'elles soient, interacadémiques ou dans une académie, à travailler ensemble d'une manière innovante sur des sujets, je dirais, d'avenir. L'édition de cette année, on est complètement là sur la mise en œuvre du RGPD, donc ça a été sur la protection des données, mais aussi sur leur valorisation. Et du coup, le hackathon a été sur la valorisation des données produites par les élèves. Donc, parmi les projets lauréats, je les ai plus tous en tête, mais justement, comment tenir compte du ressenti de l'élève par rapport justement à ces données collectées pour le réengager dans son apprentissage. Voilà, ça, proposition qui a été faite. Deuxième proposition, ça a été sur l'orientation. Voilà, encore une fois, je suis désolée, je l'aurais bossé un peu mieux si j'avais prévu la question. Mais voilà, donc c'est un moyen, d'une part, de faire rentrer l'innovation dans les pratiques, de mélanger des publics et de travailler sur des sujets d'avenir. Et on a mis au niveau des directions aux usages du numérique, dans les académies, de plus en plus sont porteuses de projets d'incubateurs académiques en lien systématiquement avec la recherche. Donc là aussi, on essaye de faire rentrer en communication ce monde de la recherche et les enseignants. Donc voilà, il y a d'autres initiatives et c'est pour ça aussi qu'on soutient Startup for Kids pour que entreprises, recherche, start-up, enseignants se rencontrent, viennent parler, échanger ensemble sur ces sujets d'avenir. Voilà, je veux pas monopoliser la parole, mais voilà certains axes. Mais vous n'avez pas du tout travaillé avec l'éducation nationale, Non. Moi, personnellement, avec l'éducation nationale, mais avec d'autres ministères, oui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui quand même au niveau de l'éducation. Oui, mais non, pas l'éducation nationale. Mais ça va venir. Enfin, je veux dire que tout ça. Oui, ça va venir. Il y a déjà le Lab 110 qui s'est créé, donc un lab au sein même du ministère. Voilà, et là, c'est un endroit où effectivement, on fait venir des personnalités d'horizons très très différents. On valorise les projets existants parce que il y en a beaucoup des projets innovants dans l'éducation. Donc, mais par contre, on les donnait pas à voir. Donc voilà, on en est vraiment au début. Je sais que au Lab, la porte est grande ouverte aussi pour les startups, les entreprises de ce domaine-là. Et on n'hésite pas à mettre tous ces sujets au devant de la scène. Parce que il faut travailler sur l'engagement de tous, et travailler sur l'engagement de tous, c'est pas seulement les enseignants, c'est aussi les chefs d'établissement. Et là, ils ont énormément de choses sur les épaules, nos chefs d'établissement aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez prendre la parole, je vous la donne avec plaisir.
Tu m'as invité tout le monde à revenir à 15 heures. On a justement un atelier sur l'aménagement des espaces scolaires et au sein de l'établissement dans lequel je suis principal. On est engagé dans cette démarche-là depuis à peu près 1 an. Voilà. La forme des... Pardon, allez-y. L'aménagement des espaces scolaires. Donc on travaille sur 3 types d'espaces, la salle de classe, la salle multimédia qu'on a vidée et qu'on réfléchit comme une salle bilan, enfin une salle test pour les enseignants, pour leur permettre d'y accéder quand ils le désirent avec du mobilier innovant. Et puis tous les espaces communs de l'établissement pour aussi autoriser les élèves, leur permettre d'aller travailler par groupe de 2, 3, 4 sur des projets particuliers sans forcément une surveillance constante de la part d'un adulte. On a toujours un adulte à proximité, mais pas forcément un adulte qui est présent pour regarder ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc c'est un établissement de quel niveau? C'est un collège de 600 élèves en Meurthe-et-Moselle. Et est-ce que, je ne sais pas si les collèges peuvent le faire, moi je connais au primaire, je connais l'ENT, où mes enfants sont inscrits sur cet espace numérique. J'ai terrestre en tête pour le T, mais ça doit être autre chose. Travail. Espace numérique de travail, évidemment. Environnement numérique de travail. Environnement numérique de travail. Mais c'est terrestre aussi. Un peu trop peut-être, justement. Mais je ne sais pas si... moi, il me semble que c'est, par exemple, c'est une belle initiative qui s'inspire beaucoup des méthodes du privé, là, pour le coup, pour l'école. Nous, par exemple, si on avait été en charge de la communication, on ne l'aurait pas vraiment fait comme ça. Mais après, l'espace en lui-même est intéressant. Moi, je vois que... en tout cas, les profs qui participent, les profs et les ATSEM et les animateurs également, le font avec plaisir, et ça devient également un mini-média interne à l'école. Moi, je trouve que ça, par exemple, c'est une belle initiative et qui s'inspire largement des méthodes de ce qu'on peut voir en entreprise. D'ailleurs, qui rencontre exactement les mêmes écueils, hein, parce que c'est pas non plus l'Eldorado de la transformation, les grandes entreprises. Hein. C'est très difficile d'engager tout le monde sur un réseau social interne en entreprise. C'est d'autant plus difficile chez les profs, je sais pas. Là, c'est pas la vocation, hein, je crois, de l'ENT, c'est vraiment c'est par école, justement, au niveau local. Moi, je me suis toujours posé la question, si on essaie de faire le lien, est-ce qu'il y a un réseau social qui fédère les profs Pardon ? On a Vieille Éduc, hein, quand même. On avait On a toujours Vieille Éduc. J'ai croisé Marc, il est au taquet. Parce que tu l'as dit au passé, c'est pour ça. Et moi, je voulais ajouter par rapport à votre question, en fait, c'est juste de pas de mimétisme, en fait, parce qu'il y a un côté, enfin, moi, je retrouve souvent dans des acteurs comme ça. Moi, je trouve que la transformation, elle n'est pas amnésique. On fait vraiment, et c'est essentiel, en fait, de faire vraiment avec l'ADN qu'on avait, enfin, avec son historique, avec ce qui nous a, avec les valeurs qui nous ont vraiment. Et je vois trop souvent, parfois, justement, dans le public ou dans le parapublic, ce côté où, on va faire comme eux. Et en fait, finalement, au lieu d'avancer finalement avec qui on est, et c'est vraiment très important, en plus, qui on est, c'est vraiment, il y a des traditions, il y a vraiment des choses extrêmement importantes qu'il faut... Il y a une culture, une culture, exactement, la culture. Et donc, vraiment, de faire avec ça, parce que c'est aussi un atout incroyable, et de pas juste essayer de singer, en fait, ce qui se fait de mieux dans les grandes entreprises, parce que c'est, voilà, à l'envers du décor aussi. Enfin, voilà, de le faire vraiment avec vraiment ce qu'on a et tous les talents accumulés depuis des centaines d'années. Moi, j'ai juste une petite question aux intervenants là, par rapport à l'espace. Vous avez parlé de la mise en place de la gamification, d'ateliers, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'espace ? Parce que dans l'éducation nationale, cette réflexion-là, elle existe aujourd'hui. On modifie l'architecture des établissements et on voit émerger carrément des nouveaux établissements sans salle de classe. Par exemple, mais c'est à l'échelle de l'éducation, mais est-ce que dans les grandes entreprises, on a cette question aussi des murs ? Oui, complètement. Depuis quelques années, on a mis en œuvre un certain nombre d'espaces divers et variés, notamment un qu'on appelle le garage, où on va permettre aux gens d'aller mettre en œuvre des projets qui ne sont pas forcément directement liés avec notre activité, dans l'absolu, mais dont l'intérêt peut porter après, dans le cadre de ses activités professionnelles propres. Donc, construire ou créer des imprimantes 3D, créer des drones, des choses comme ça. Des drones que maintenant, on va commencer à utiliser pour faire les inspections des antennes. Donc, l'air de rien, au bout de quelques années, on va commencer à en faire quelque chose de plutôt probant, avec une IA qui va diriger le drone tout seul pour se balader autour. Donc, c'est plutôt pas mal, ça sort des choses. Donc, on a des choses comme ça. On restructure nos bureaux
On était dans des structures d'open space, comme on peut le voir dans les films, Matrix ou quoi que ce soit, tout le monde dans sa petite boîte. On n'est plus du tout comme ça, on est plus dans des espaces en fait de cette nature-là, des salles de réunion circulaires dans des sortes de sofas qui intègrent des caches pour pas que le bruit. La problématique du bruit, c'est ce qui est à gérer dans ces espaces-là. Hein, d'une manière générale, au début, c'était un peu problématique. Ils ont mis des murs, des espèces de canapés adaptés, etc., etc. Et ça commence à être sympa. On n'en est pas au toboggan chez Google, mais on n'est pas très loin. Et les gens apprécient ça. Ça fait qu'une réunion qui est très orientée business peut devenir un peu plus conviviale. C'est sympa. Globalement, c'est sympa. Et on y pense beaucoup, ouais. Et si on prend l'exemple des banques, hein, aujourd'hui, leur transformation aujourd'hui se chiffre en centaines de millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça intègre complètement ce type de problématique. D'une façon générale, bien penser qu'une transformation est forcément multimodale. On ne peut pas compter sur un seul truc. Malheureusement, il faut transformer l'intégralité de l'environnement. Si je reprends l'exemple bancaire, avant, les agences bancaires, on y allait pour quasiment toutes les opérations, depuis retirer du cash jusqu'à aller chercher son chéquier, jusqu'à aller contracter un prêt. Aujourd'hui, 80% de la relation client bancaire se fait en ligne, via des apps, Internet, etc. Donc les agences n'ont plus du tout le même rôle qu'elles avaient auparavant. Et donc si vous êtes récemment rentré dans une agence bancaire, elles sont complètement ouvertes. Les conseillers ne sont plus organisés par métier, mais ils sont en fait organisés par accueil. C'est-à-dire qu'un client rentre et a la capacité, donc dès qu'il rentre normalement, un peu comme dans un magasin, il ou elle est accueilli par un conseiller qui est en capacité d'adresser toutes les premières problématiques. Et si vraiment ça se spécialise, à ce moment-là, il y a une orientation. Mais en tout cas, c'est davantage une problématique d'accueil. Et il y a beaucoup de ça qui se joue sur le mobilier, sur l'environnement. Il n'y a plus une personne qui accueille, ce qu'on appelait la fonction d'accueil, hein, comme avant. C'est vraiment beaucoup plus ouvert. Donc, pour dire qu'effectivement... c'est multimodal et ces problématiques-là sont traversées exactement de la même façon, en effet, dans le privé également. Dans le public. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a, Oui, a été évoqué tout à l'heure les soft skills sous-jacentes. Alors, ça n'a pas été vraiment détaillé. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur les soft skills qui sont nécessaires, je dirais, pour la transformation numérique et qu'il faut développer individuellement et collectivement ? Alors oui, je me lance, je crois que j'en avais un peu parlé. Alors juste, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'imagine. Hein. Donc je ne vais pas faire la liste des compétences, des 10 compétences. En fait, je dirais que ça aurait été mon mot de conclusion presque. Hein. C'est que moi, je trouve que pour en tout cas la transformation numérique, culturelle, le premier, et c'est le renversement de perspective, c'est vraiment le test and learn en fait. C'est vraiment le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Et je trouve que c'est un des numéros 1 aujourd'hui. Je trouve que c'est là-dessus qu'on bute le plus. C'est très difficile de sortir de cette culture de la perfection, de dire que non, on a toujours raison. Et parce que justement, dans le monde de l'éducation, on a été biberonné quand même à ça, hein, à la réussite, et d'avouer ses échecs, de dire qu'on est vulnérable, de dire qu'on ne sait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on sait tout. Les connaissances avancent très vite. Le monde est trop complexe. C'est vraiment une accélération. Et donc, je trouve que voilà, voilà, j'aimerais juste qu'on retienne vraiment la culture du test and learn, de l'expérimentation, d'essayer de rebondir, et finalement qui rejoint cette idée de résilience en fait ensuite, hein, aussi qui est une compétence clé. Enfin, finalement, une fois qu'on a échoué, qu'on ne sait pas, en fait, c'est pas grave, quoi. Voilà, comme dit Nelson Mandela, c'est soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, c'est tout. Je voudrais rajouter à ça un point. Dans les recrutements au jour d'aujourd'hui, avec les cabinets, quand on leur demande, l'un des éléments clés, c'est la capacité à gérer l'inconnu. Donc ça regroupe un certain nombre de choses, mais pour nous, on peut le résumer en la capacité à gérer l'inconnu, c'est-à-dire être capable de faire face, de prendre des décisions et de les adapter, etc., etc. C'est le plus critique. Ça implique de la flexibilité, de l'adaptabilité, etc., etc. Quand on est capable de faire ça,
de commencer quelque chose et de l'adapter le plus rapidement possible, d'osciller autour de cette ligne idéale qu'on pourrait appeler la perfection. C'est la soft skill clé. C'est tout un ensemble derrière. Ouais. C'est tout un ensemble. Tout un ensemble. Un mot de la fin, une conclusion, un conseil, parce qu'effectivement les processus sont complexes. On a non, mais vu ça rejoint plusieurs, ça rejoint plusieurs points et questions, notamment sur le fait que toute cette culture de la transformation, on est peut-être en train de se planter aussi sur pas mal de choses. Il y a quand même un culte de l'agilité sur n'importe quel sujet. Il y a peut-être des domaines sur lesquels ça fonctionne pas bien. Il y a un culte, alors sur l'aménagement notamment, Jennifer, je rebondis, du flex office. Ça, à mon avis, je pense que c'est des peurs qui, dans certains secteurs, sont justifiées. Ça va pas forcément marcher partout. C'est très pratique pour une entreprise de déménager 5000 personnes avec 2500 places. Mais ne pas avoir de casier, ne pas avoir d'endroit où bosser quand on vient bosser, et ça peut ne pas prendre. Tout à fait, c'est déstabilisant. Donc, ça rejoint un peu les deux points, quoi. On va peut-être se planter sur pas mal de choses. C'est bien d'essayer. On ne peut pas googliser toute la société et toutes les pratiques. Donc, tentons. Majoritairement, les entreprises acceptent ce risque. Alors, moi, je pense que du test and learn et du plantage peut-être et du. Très rapidement, on a évoqué le mot survie dans cet échange. Voilà. Donc là, typiquement, nous, on est en train d'accompagner le déménagement de Capgemini dans un seul et même bâtiment. Il y a des cultures extrêmement différentes chez Capgemini. Il y a des consultants qui font de la stratégie. Et il y a des développeurs qui n'ont pas spécialement envie, ni l'un ni l'autre, d'être dans le même bâtiment, aux mêmes endroits. Si c'est flex office, ça veut dire qu'on peut se retrouver n'importe où. On ne peut pas faire du WeWork partout. Les cultures d'entreprise sont très fortes. Et notamment si l'objectif de cet échange, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer des pratiques et des bonnes ou moins bonnes pratiques de l'entreprise pour l'éducation nationale. Je vois mal un flex office à l'école, par exemple. Mais on peut imaginer des choses sur l'espace. On peut essayer des choses. Je pense qu'on peut peut-être aussi se donner la chance de voir si ça peut planter. C'est des processus un peu différents. Voilà l'ouverture. Juste, Makeba, vous, dans les entreprises que vous adressez, le test and learn, j'essaye quelque chose, mais je me planterai peut-être, ça passe ? Mais non, mais ça passe pas encore très bien. Enfin, on va pas se mentir quand même. Bien sûr que c'est pas du tout encore la culture. Enfin voilà. Mais on en parle. On organise des faits lunch, on fait des choses. Enfin bien. Oui, voilà. On raconte nos échecs et chacun. Enfin voilà, on essaie. Si on commence à en parler. C'est-à-dire on le valorise. Après, c'est pas. Alors valoriser l'échec, c'est encore. Enfin voilà, c'est peut-être pas. Une entreprise peut pas non plus valoriser ça. C'est juste que c'est une étape. L'échec est une étape dans l'apprentissage. Donc c'est plus ça, les neurosciences aujourd'hui justement l'ont prouvé. L'échec est une étape. Si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a rien appris et qu'on n'a pas pris de risque. Et donc c'est très difficile après d'innover, etc. C'est quand même toute cette culture de l'innovation. Donc oui, voilà, je dirais que juste pour conclure, voilà, parce qu'on va pas. Oui, c'est difficile, mais c'est un long chemin et on est tous engagés dedans. Et donc après, c'est pas pour le jeter là. C'est très difficile, comme je vous disais, de s'affranchir d'anciens modèles. Donc on est tous sur ce chemin-là. Et ce que je dirais, c'est justement comment apprendre à désapprendre. Comment justement construire ces nouvelles voies un peu neuronales et se dire oui, là mon réflexe c'est de faire ça parce que c'est comme ça que j'ai appris. Mais non, en fait, voilà, je sais qu'on peut faire autrement et c'est là où le test and learn est important. On va expérimenter, on va se dire tiens, cette posture-là, en fait, finalement, c'est bien. Et comme disait Lara, le What's in it for me, en fait, finalement, je me sens bien là-dedans, dans cette posture où j'ai pas à prendre la décision de tout, à tout contrôler. Si je demandais à mes collaborateurs, je suis pas tout seul, en fait. Ils ont plein d'idées. Et donc, une fois qu'on a, justement, on expérimente par petits pas, en fait, on se dit, mais ouais, en fait, c'est finalement chouette. Et j'ai plein d'avantages, finalement, à emprunter ces nouvelles voies et à ne plus revenir dans c'est moi, je décide de tout et voilà, et je sais tout, etc. Pour rebondir sur ça, je pense que les petits pas, c'est assez important parce que l'échec, on prend nos lessons learned, c'est bien, mais on doit quand même vivre avec. Ensuite, donc selon le niveau d'investissement qu'on va y mettre, si on y investit beaucoup, on a un gros échec et le gros échec, on va se le traîner pendant un temps non négligeable. Donc, petit pas, c'est exactement le type d'initiative qu'on prend. Petit à petit, on essaye. Ce dont on est sûr que ça va fonctionner ou dont on a une garantie raisonnable que ça va fonctionner, on engage des investissements non négligeables dès le départ.
quand on est sur l'ordre de l'essai, littéralement, on essaye de le faire plus petit, de sorte de vivre avec, que ça reste vivable. Et je suis entièrement d'accord. Juste une anecdote sur les échecs. Il paraît que Neil Armstrong, qui est donc le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, avait précisément été sélectionné comme leader de son équipe parce qu'il avait vécu un certain nombre d'échecs dans sa vie. Et donc, c'est pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film The First Man, je crois, allez-y, parce que ça explique ça très bien. Moi, la conclusion, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement aussi, ne pas oublier qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup des individus. C'est possible. Tout n'a pas forcément besoin d'être descendant. Il y a moyen de sentir ce qui se passe sur le terrain. Il y a moyen de se tourner vers les sachants, vers ceux qui font, pour en savoir davantage. Et donc, ne pas négliger aussi cette partie-là de la démarche. C'est la table ronde suivante. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant. Un peu frustrant de s'arrêter là, mais encore merci.